en direct sur i24 News, le discours de Mahmoud Abbas tout à l'heure à la tribune de l'ONU. Les Palestiniens ne se considèrent plus comme liés par les accords d'Oslo signés avec Israël. Analyse, réaction dans un instant. La Russie a mené ses premières frappes aériennes au-dessus du territoire syrien, mais sans viser des positions de l'État islamique. Ce sont des rebelles syriens hostiles à Assad qui ont été visés. Et puis un grand remue-ménage pour un mariage qui fait du bruit dans la distribution en France. La Fnac a fait une offre de rachat de son plus gros concurrent, Darty. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, nous sommes à bout, la patience des Palestiniens est à bout. Voilà les mots, quelques-uns des mots employés tout à l'heure dans un discours de près de 40 minutes par Mahmoud Abbas, qui est ensuite venu au sujet principal, celui qu'on redoutait en tout cas dans ce discours, l'évocation d'une possible remise en cause des accords d'Oslo. On va en parler dans un instant, mais voici tout d'abord ce qu'a déclaré Mahmoud Abbas à ce sujet tout à l'heure. Nous déclarons ici même que tant qu'Israël refuse de respecter les accords signés avec nous, qui font que notre autorité n'a pas de véritable pouvoir, et tant qu'Israël refuse de cesser les activités de peuplement et de libérer le groupe de prisonniers palestiniens conformément à nos accords, Israël ne nous laisse aucune autre possibilité que d'insister sur le fait que nous ne serons plus les seuls à rester attachés à la mise en œuvre de ces accords, alors même qu'Israël continue à les enfreindre. Par conséquent, nous déclarons officiellement que nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords signés avec Israël, et nous insistons sur le fait qu'Israël doit assumer pleinement toutes ses responsabilités en tant que puissance occupante, étant donné que le statu quo ne saurait perdurer. Alors, deux diplomates, évidemment, pour analyser ce discours, parce qu'il y a interprétation ce soir, semble-t-il, sur ces propos tenus par Mahmoud Abbas, qui ne sont pas extrêmement clairs, il faut le reconnaître. Bonsoir, Daniel Sheikh. Vous étiez d'ailleurs il y a quelques jours avec Mahmoud Abbas à Paris. C'est d'ailleurs là que vous aviez entendu parler de ce qu'il allait dire à l'ONU. Bonsoir à vous, Avi Pazner, ancien ambassadeur également d'Israël en France. Alors, d'abord, est-ce que pour vous, il est clair qu'il dit ce soir, les Palestiniens ne sont plus liés par les accords d'Oslo ? Non, je pense que c'est plus compliqué que ça et plus nuancé que ça. D'abord, il n'a pas parlé des accords d'Oslo, mais de leur mise en œuvre. C'est-à-dire, et c'est à peu près le discours qu'il nous a tenu à moi et à 3 autres anciens ambassadeurs d'Israël en France quand il nous a reçus il y a une semaine. Il a dit, à mon point de vue, Israël ne suit pas à la lettre la mise en œuvre ou ses obligations par rapport aux accords d'Oslo. Je ne vois pas de raison pourquoi nous, les Palestiniens, serions les seuls à les suivre à la lettre. Et donc, il dit de manière conditionnée, de manière un peu floue, sans donner une date, sans dire exactement où ils vont arrêter la mise en œuvre, mais il dit « Je ne peux plus tenir une situation où nous, la partie occupée, sommes les seuls à tenir nos engagements par rapport aux accords d'Oslo. » C'est évidemment son point de vue. On pourra peut-être analyser les raisons profondes politiques dans la politique interne palestinienne qui l'ont conduit à ce genre de discours, mais c'est à peu près le discours qu'il nous a tenu en privé, et c'est le discours qu'il a tenu maintenant à la tribune des Nations Unies, de l'Assemblée générale. Donc ce n'est pas l'initiative fracassante que certains annonçaient dans ce discours de Mahmoud Abbas ? Non, certainement pas la bombe qu'on nous avait promis. Je suis d'accord avec l'ambassadeur Sheikh. C'est très nuancé comme langage. Il y a des si et des temps. Et c'est pas qu'il a dit clairement les accords d'Oslo sont morts, ou qu'il a dit clairement je romps la coopération de sécurité avec Israël. Non, c'est plutôt si Israël, tant qu'Israël. Et je crois que demain il y aura réponse de Netanyahou qui va certainement dire qu'Israël respecte scrupuleusement les accords d'Oslo. Donc, mettons que le cas juridique pour Mahmoud Abbas
ne sera plus là. Ok. Mais je crois qu'il y a plus derrière ce discours, parce que là, il doit y avoir eu des pressions, parce qu'il y a 2 semaines, on nous a promis une bombe, qui heureusement, à mon avis, n'est pas venue. Il doit y avoir derrière les coulisses, je crois, des choses que nous ne savons pas, que moi, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais ça me paraît qu'il y a ici anguille sous roche, ok? On a parlé d'une possible rencontre de Mahmoud Abbas avec Netanyahou qui aurait été empêchée par un tiers parti. John Kerry, hein? John Kerry, qui a peut-être ses idées en tête. Peut-être que maintenant, l'heure serait peut-être propice à un relancement des négociations, peut-être, et qui n'a pas voulu tout simplement qu'il y ait une rencontre qui n'apporte rien, qui ne soit pas bien préparée entre Mahmoud Abbas et Netanyahou. Donc, ce discours, à mon avis, ne signale pas de changement, à mon avis, immédiat de la politique palestinienne. Je crois qu'il faut laisser maintenant un peu de temps aux uns aux autres de voir comment, si on peut réentamer un dialogue. Alors justement, quand vous l'avez rencontré, est-ce que vous avez senti, parce qu'il a employé le mot « la patience », notre patience est à bout, est-ce que vous avez senti qu'il était encore l'homme de la situation pour relancer ces négociations avec Israël? C'est un homme en grande difficulté politique. Et il faut l'admettre, et d'ailleurs la tonalité de son discours, comme le discours qu'il nous a tenu pendant l'entretien, était d'un homme très frustré, déçu, désillusionné. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit l'ambassadeur Avi Pazner. Quand il nous a rencontrés, il a dit « j'ai un discours écrit, il est très dur, mais si on me donne des raisons pour l'adoucir, je suis prêt à le faire jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où je dois monter à la tribune. » Et probablement qu'il y a eu des pourparlers, que ce soit avec les Américains, les Européens, peut-être aussi indirectement ou directement avec les Israéliens, je n'en sais rien. Mais je pense que quand il a parlé d'un discours très très dur, ce n'est pas à ça qu'il a fait allusion. Maintenant, son fonds de commerce politique à Mahmoud Abbas, et il faut le louer pour ça, c'est le processus de paix. Même dans ce discours et même dans cette situation de frustration, il n'a jamais dit que, même comme une lointaine éventualité, qu'il allait appeler son peuple à revenir à la violence ou à une intifada armée. Non, ce n'est pas du tout son style. Mais il faut dire que, compte tenu du fait que depuis des années, il n'y a plus de mouvement sur ce processus de paix, et peu importe la faute à qui, son fonds de commerce à lui a beaucoup perdu de sa valeur aux yeux des Palestiniens. Et c'est la raison pour laquelle, dans les sondages, il baisse, il y a des manifestations contre lui dans des rues des villes palestiniennes, et c'est pour ça qu'il dit « notre patience est à bout ». Alors on voit en même temps s'incruster à l'écran les images de la cérémonie qui a lieu en ce moment en direct à New York avec Ban Ki-moon qui procède donc pour la première fois à l'élévation du drapeau palestinien parmi les autres nations donc, de l'ONU. Ça aussi c'est un geste très symbolique, Avi Pazner, qui participe, on va dire, de ce mouvement que souhaite Mahmoud Abbas, c'est-à-dire fait une pression de la communauté internationale sur Israël. C'est un geste symbolique, mais pas plus pour le moment. Pas plus pour le moment. D'ailleurs, pour Mahmoud Abbas, il vient un temps où le problème israélo-palestinien est relégué au deuxième plan de l'attention internationale. Il faut bien le dire. Il s'en est plein. C'est un compliment. Voilà. 5e peut-être. Au 5e, oui. OK. Et ni le président Obama, ni Poutine, ni la plupart des intervenants n'ont même pas mentionné le problème. Donc, si on peut donner un peu de satisfaction à Mahmoud Abbas en élevant le drapeau palestinien, on le fait. Je ne vois pas que ça a une grande importance plus que symbolique, plus que pour donner un peu de satisfaction. Comme l'année dernière aussi, ils ont reçu quelque chose, ils ont été admis comme État non membre, etc. Il y a une sympathie évidente à l'ONU pour la cause palestinienne. Mais je ne crois pas que l'appel de Mahmoud Abbas à la communauté internationale d'intervenir trouve aujourd'hui, dans la situation où tout le monde est préoccupé par la Syrie, par le flot des émigrés de la Syrie. Regardez, aujourd'hui, il y a eu une frappe des Russes, pas contre Daesh, contre l'opposition syrienne, ok, et qui est soutenue par les Américains et les Européens. La situation en Syrie est tellement compliquée, est tellement convulsée, est tellement dangereuse, qu'aujourd'hui, vraiment, problème israélo-palestinien,
5e rang des préoccupations mondiales. Bon, première réaction de Netanyahou qui parlera demain, on en verra tout à l'heure d'ailleurs la teneur, mais à l'ONU. C'est un discours mensonger qui incite à la haine contre Israël et les Israéliens. Vous êtes d'accord avec cette réaction? Vous la jugez excessive? Ce sont des slogans politiques. C'est-à-dire, c'est clair qu'un Premier ministre Likoud comme Netanyahou, il voit dans chaque accusation palestinienne contre le comportement de son gouvernement comme une incitation à la haine, etc. Moi, j'ai trouvé le discours relativement raisonnable compte tenu de la situation de Mahmoud Abbas. Il faut comprendre aussi que lui il n'opère pas dans un vide. Ce n'est pas un discours sioniste qu'il allait tenir. Même Benjamin Netanyahu ne s'y attendrait pas, je suppose. Mais chacun doit faire ce qu'il a son rôle. Mahmoud Abbas a son public à satisfaire et Benjamin Netanyahu a le sien. Alors on a vu d'ailleurs que Mahmoud Abbas, qui est en train de parler une nouvelle fois avant que le drapeau palestinien ne soit hissé, avait commencé son discours par l'allusion aux événements de Jérusalem et notamment ce qui se passe sur l'esplanade du Mont du Temple, en étant là aussi très dur envers les Israéliens qu'il juge pour responsables de ce qui est en train de se passer. Il y a des violences quasiment quotidiennement ces temps-ci parce qu'il y a en plus des fêtes juives qui font venir des milliers de personnes sur le mur des lamentations et donc des tensions quotidiennes. On en voit un exemple avec Mahed Benoliel. Ils sont des dizaines de milliers, tous réunis pour la traditionnelle bénédiction des Kohanim. Comme il est de coutume, à l'occasion de la fête de Soukhot, la fête des récoltes, les hommes portant le nom de famille Cohen, en charge du culte à l'époque du règne de Salomon, bénissent le peuple juif devant le mur occidental, seul vestige du dernier temple détruit il y a plus de 2000 ans. Une bénédiction qui prend place cette année dans un contexte particulièrement tendu. Au même moment, dans le quartier arabe, ils sont plusieurs dizaines de Palestiniens à scander « Dieu est grand » en guise de mécontentement. Rapidement, des échauffourées éclatent entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens. Aucun blessé n'est à déplorer, mais 4 Palestiniens sont arrêtés pour avoir troublé l'ordre public. Les jours passent et se ressemblent dans la capitale israélienne et plus particulièrement aux abords de l'esplanade des mosquées, théâtre de nombreuses tensions depuis plusieurs semaines déjà. Un regain de violence qui inquiète la communauté internationale et notamment la Maison-Blanche, qui a appelé toutes les parties plus tôt cette semaine à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute provocation inutile. Alors, prenons garde à ne pas transformer ce conflit politique en conflit religieux, a dit Mahmoud Abbas tout à l'heure. Ça, c'est l'exemple vraiment de ce qui tend au maximum les relations entre Israéliens et Palestiniens, Vipas Nair. Oui, il l'a dit, c'est vrai, il l'a dit, mais en même temps, il faut bien l'avouer, il y a une incitation dans les médias palestiniens. Parce que c'est ça la question, parce que lui dit que ce sont les Israéliens qui sont entièrement responsables. À mon avis, il y a une incitation de la part, premièrement, du Hamas, et Mahmoud Abbas ne veut pas rester en arrière, donc les médias palestiniens, elles aussi, incitent. Et d'ailleurs, si on voit un peu ces bruits comme bruit de fond pour le discours de Mahmoud Abbas à l'ONU, ça ne peut que le servir, n'est-ce pas? Je crois que la réponse est dans ce qu'Israël a dit. Il faut maintenir le statu quo. On a quand même un statu quo qui dure depuis 1967, ok? C'est le mot-clé ici. On a la solution. Elle n'est pas difficile. Moi, j'ai l'impression qu'une fois les fêtes passées, parce qu'il y a eu ici fêtes juives, fêtes musulmanes, je crois qu'une fois les fêtes passées, une fois les discours à l'ONU passés, il va y avoir plus de calme à Jérusalem. C'est mon impression à moi, mais la situation sur le mont du Temple reste explosive, pas seulement nous en face des Palestiniens. Là, il y a aussi l'aspect d'Israël en face du monde arabe et musulman. Parce que ce n'est pas seulement une histoire entre nous et les Palestiniens. Le roi de Jordanie est intervenu. Erdogan, comme d'habitude, a dit ce qu'il a dit. C'est dans l'intérêt d'Israël. C'est dans l'intérêt d'Israël de maintenir le calme sur le mont du Temple. Et pour cela, comme je vous dis, il y a le mot-clé, retour au statu quo ante.
Daniel Sheikh là-dessus? Je pense que c'est une analyse très complète que fait l'ambassadeur Pazner. Je dirais simplement que autant j'ai de la compréhension pour la tonalité du discours de Mahmoud Abbas concernant le processus de paix et le manque d'avancement, j'en ai moins dans ces accusations unilatérales sur ce qui se passe contre Israël pour la responsabilité de ce qui se passe sur le mont du Temple. Il est vrai, il faut le dire, que certaines personnalités politiques israéliennes ne se privent pas de récupérer ce genre de tension et ont un discours qui n'est pas acceptable à mes yeux beaucoup plus que les propos de Mahmoud Abbas. Mais il est quand même clair que l'intérêt qu'ont les Palestiniens à chauffer la situation sur le mont du Temple est bien plus grande que celle des Israéliens. La simple réalité, c'est que cet endroit est tellement explosif et tellement sensible que même si personne ne le veut, ça peut très facilement dégénérer. Et j'espère beaucoup que l'espoir qu'a émis Avi Pazner, que les choses se calment une fois les dates festives et politiques passées, que cet espoir se réalise. Voilà, on voit que le drapeau palestinien est donc hissé en ce moment précis en direct à New York devant le siège des Nations Unies. Il va flotter ensuite avec tous les autres drapeaux qu'on voit derrière donc ce bâtiment de New York. Donc geste symbolique. Je voudrais qu'on dise un mot pour terminer sur ce dossier de ce que va dire justement Netanyahou demain. Parce que la question finalement c'est que lui est focalisé sur l'Iran. Pas sûr qu'il prenne une initiative. Est-ce qu'il peut prendre une initiative vis-à-vis de Mahmoud Abbas justement à votre avis demain? C'est possible, c'est possible. Netanyahou a cette habitude du geste théâtral à l'ONU. Des fois, il vient avec des dessins et des croquis. Cette fois-ci, je ne crois pas qu'il viendra avec un croquis parce qu'on est déjà après l'accord, mais il va surtout parler de l'Iran, il l'a dit, et c'est vrai que c'est ça qui le préoccupe beaucoup. Mais je ne serais pas outrement étonné qu'il y ait un geste envers Abou Mazen. Viens à Jérusalem ou je viens à Ramallah ou rencontrons-nous ici à New York. Connaissant un peu Netanyahou, ça lui conviendrait bien. Vous attendez un grand geste de Netanyahou, pas demain? Oui, je pense qu'il parlera de l'Iran, il parlera de l'islam radical, de l'État islamique, etc. Le combat qui doit unir toutes les nations libres. Je pense que c'est un thème qui lui convient bien. Et par rapport aux Palestiniens, il dira sans doute, il aura un message pacifié. Il l'a déjà émis à Londres il y a quelques semaines, une invitation à la négociation. Je ne pense pas qu'il y aura une véritable initiative de fond. Merci Daniel Sheikh, merci Avi Pazner. Alors justement, que peut-on attendre du discours de Netanyahou demain soir à la tribune des Nations Unies? Eh bien, c'est Cyril Amar qui nous donne des éléments de réponse. Atterrissage aux aurores ce mercredi pour Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah sur le tarmac de l'aéroport JFK. Jeudi, le Premier ministre israélien prononcera à New York son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Une tribune qu'il connaît bien et du haut de laquelle il met en garde chaque année contre les dangers d'un Iran nucléaire. Quelques mois avant la signature de l'accord historique entre Téhéran et les grandes puissances, Netanyahou, l'inlassable, tentait encore de convaincre. Ne vous faites pas avoir par l'offensive de charme manipulatrice de l'Iran. Elle n'a qu'un but et un seul seulement, de lever les sanctions et retirer les obstacles sur le chemin de l'Iran jusqu'à la bombe. Un alarmisme qui n'a visiblement pas convaincu la communauté internationale. Mais malgré ce revers, l'Iran devrait être une nouvelle fois au cœur du discours du Premier ministre, comme il l'a laissé entendre avant de s'envoler pour les États-Unis. Le monde doit savoir ce que ressentent les citoyens israéliens après l'accord sur le nucléaire iranien. Il doit savoir ce que nous attendons de la communauté internationale au lendemain de cet accord. Autre indiscrétion confiée aux journalistes qui ont fait le déplacement, l'inquiétude d'Israël et des pays sunnites face à l'influence grandissante de Téhéran dans la région. En Syrie, l'Iran est présenté comme faisant partie de la solution. Alors quel est le problème? L'Iran est en train de prendre d'assaut le Moyen-Orient. Je le démontrerai durant mon discours. Binyamin Netanyahou devrait également évoquer la situation en Syrie, alors que l'armée israélienne a riposté la semaine dernière à des tirs de roquettes sur le plateau du Golan. Dans mon discours, j'évoquerai également notre politique sur la Syrie et sur les dangers que ce conflit fait peser sur notre frontière nord. Le Premier ministre israélien devrait enfin évoquer la question palestinienne sous deux angles,
Le processus de paix au point mort, mais également les échauffourées qui éclatent régulièrement dans la vieille ville de Jérusalem. Je vais parler du processus de paix, de la volonté d'Israël de parvenir à la paix avec les Palestiniens, qui, à mon grand regret, continuent de diffuser des mensonges sur notre politique sur le mont du Temple. Je vais exiger que les Palestiniens cessent leur incitation à la violence. Après son discours, Binyamin Netanyahou s'entretiendra avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi qu'avec le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Et puis cette riposte de l'aviation israélienne après le tir d'une roquette depuis Gaza hier soir sur la ville d'Ashdod, roquette qui a été interceptée. Des cibles du Hamas ont été visées la nuit dernière à Gaza, donc il n'y a pas eu de victimes. C'est un groupe salafiste proche d'eux, l'EI, qui a revendiqué ce tir de roquette de type Grad. La Russie a donc mené ses toutes premières frappes aériennes en Syrie aujourd'hui, mais l'aviation russe n'a pas ciblé l'État islamique comme le font les autres appareils de la coalition internationale. Ce sont des rebelles hostiles à Assad, l'allié de Moscou, qui ont été ciblés. Maxime Pérez. Ce sont les premières images des frappes russes en Syrie. Au loin, d'épais nuages de fumée s'élèvent dans le ciel, mais au sol, les bombes ont tout dévasté. Habitants et secours tentent de s'organiser dans le chaos. Un bilan provisoire fait état d'une quinzaine de morts parmi les civils. Cette première attaque aurait visé la ville rebelle de Talbisseh, dans la province de Homs. C'est l'une des premières localités à s'être élevée contre le régime syrien en 2011. À Moscou, des responsables ont confirmé que des frappes avaient visé des cibles de l'organisation de l'État islamique. Des rebelles ont même diffusé ces enregistrements radio de pilotes russes. Quelques heures plus tôt, la Chambre haute du Parlement russe autorisait Vladimir Poutine à recourir à la force militaire à l'étranger. En d'autres termes, le feu vert à une opération sur le territoire syrien. Au même moment, la télévision d'État syrienne annonçait que Damas avait demandé l'appui militaire de la Russie. Je vous informe que le président de la République arabe syrienne a sollicité une aide militaire aux responsables de notre pays. Nous pouvons affirmer que cela est nécessaire pour combattre le terrorisme. Les efforts internationaux doivent être unifiés, de préférence dans le respect des normes du droit international. Washington confirme avoir été informé de l'imminence de frappes russes. Et la chaîne d'information Fox News prétend que l'aviation américaine a été sommée de se retirer de l'espace aérien de Syrie. Il s'agit exclusivement d'une opération aérienne de la Fédération de Russie. Comme l'a déjà précisé notre président, l'utilisation des forces terrestres est exclue. Notre objectif militaire est d'aider les troupes du gouvernement syrien dans leur combat contre l'État islamique. Les États-Unis ne sont pas satisfaits de l'attitude de Moscou. John Kerry l'a immédiatement signifié à son homologue russe Sergei Lavrov. Le message américain est sans équivoque. Les frappes russes ne changeront rien aux actions de la coalition anti-Daesh qu'il dirige. Ces dernières heures, l'aviation américaine a d'ailleurs intensifié ses frappes en Syrie et en Irak. Alors avec nous, Mikhail Horowitz, bonsoir. Vous êtes expert en géopolitique. Est-ce que la venue des Russes dans le théâtre d'opération syrien va compliquer la donne sérieusement? Parce qu'on voit bien que là, on a du mal à voir maintenant qui frappe qui et où et quand. Oui, ça va compliquer la situation syrienne qui était déjà extrêmement compliquée. Ce qu'a fait la Russie, c'est un message très clair à l'Occident. Si l'Occident était vu comme hésitant, la Russie et l'intervention russe sera décisive. Vous avez des avions russes qui ont frappé des cibles qui ne sont pas des cibles de l'État islamique. Une heure après que la Douma, le Parlement russe, approuve les frappes contre l'État islamique. Et c'est un message donc, que la Russie envoie. C'est un message qui veut dire « nous sommes prêts à défendre nos intérêts en Syrie férocement, en attaquant quiconque se dresse contre nous, y compris des rebelles qui sont financés pour par les Américains. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, dont je pense qu'on va voir les conséquences dans les mois prochains, puisque ça va avoir des conséquences sans doute incalculables sur le conflit syrien. La Russie, elle vient ici défendre ses intérêts. Ses intérêts ils sont très simples. Et ils sont même historiques, puisque la Russie a toujours eu le même genre d'intérêt, c'est-à-dire protéger l'accès aux mers chaudes, avec une base navale que la Russie a dans la ville de Tartous et que la Russie va protéger contre des rebelles qui ne sont pas l'État islamique en fait.
Est-ce que l'État islamique est un objectif aussi pour la Russie ou pas du tout? L'État islamique est un objectif secondaire. C'est-à-dire que quand vous regardez la position du régime d'Assad, et la Russie est venue pour sauver ce régime d'Assad qui entoure donc les intérêts russes, dont cette base navale dont je viens de parler, la menace la plus imminente, en fait, ce n'est pas l'État islamique. C'est une coalition de rebelles qui s'appelle l'armée de conquête, qui inclut Al-Qaïda et qui a fait des avancées décisives contre le régime d'Assad, qui font bien plus peur à la Russie que les avancées de l'État islamique, qui a effectivement fait des percées, notamment à Palmyra, mais dans des endroits qui sont beaucoup moins stratégiques en fait que les avancées de rebelles comme l'armée de conquête, donc dans le nord de la Syrie. Alors, je voudrais qu'on interroge également Galia Ackerman, qui est journaliste spécialiste de la Russie. Bonsoir Galia. Bonsoir. Jusqu'où peut aller l'engagement russe en Syrie? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre beaucoup de moyens pour mener cette guerre? Apparemment, Vladimir Poutine a décidé de défendre Assad bec et ongle. Parce que n'importe quel changement de régime et le départ d'Assad va signifier que les Russes, certainement, ne pourront pas garder leur présence militaire en Syrie. Et c'est pratiquement le dernier endroit où ils ont une base dans la Méditerranée. Donc, l'enjeu est stratégique. Et bien entendu, Poutine a très clairement défini sa position en disant qu'ils vont combattre le Daesh et les autres groupes terroristes. Et pour eux, les terroristes, c'est aussi l'opposition syrienne. Donc on entre dans un conflit dont, en effet, comme vient de dire M. Horowitz, on ne connaît pas l'issue. Merci Galia Ackerman pour ce témoignage. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais est-ce que les Russes pourraient engager des moyens au sol selon vous, ou c'est exclu? Il y a des moyens au sol qui ont été engagés par la Russie. C'est avant tout des moyens qui permettent de former l'armée syrienne. Mais il est vrai qu'il y a un vrai problème pour le régime syrien et pour la Russie. C'est le manque d'hommes. Et à un moment, la Russie va peut-être devoir s'engager plus en profondeur dans la Syrie. Merci Mikhail Horowitz, donc expert en géopolitique. On verra dans un instant le bilan donné du premier raid français mené en Syrie contre l'État islamique. Juste après la pause. À tout de suite. C'était en direct sur notre antenne le discours de Mahmoud Abbas à la tribune des Nations Unies. L'autorité palestinienne ne se considère plus comme liée par les accords d'Oslo en réponse aux violations répétées, dit-il, de ces accords par Israël. La Russie a mené ses premières frappes sur le territoire syrien aujourd'hui, des frappes dirigées contre des groupes rebelles en défense du régime d'Assad, l'allié de Moscou, mais pas contre l'État islamique. On y revient dans une seconde. Et puis un mariage qui fait grand bruit dans la distribution en France. La Fnac a proposé de racheter l'un de ses plus gros concurrents, le groupe Darty, lequel réserve pour l'instant sa réponse mais va étudier l'offre. On évoque donc ces frappes, les toutes premières menées par l'aviation russe sur le territoire syrien aujourd'hui. Elles ont visé des groupes rebelles, mais pas l'État islamique. Il s'agit cette fois de défendre le régime d'Assad, l'allié de Moscou. Écoutez d'ailleurs comment Vladimir Poutine a justifié tout à l'heure cette opération et puis la réaction française juste derrière. La seule bonne manière de combattre le terrorisme international en Syrie est sur le territoire des pays qui lui sont voisins. Là où des gangs terroristes du monde entier commettent des crimes, c'est d'agir de manière préventive, de combattre et d'éliminer des terroristes dans les endroits qu'ils occupent déjà, et non pas de les attendre jusqu'à ce qu'ils regagnent leur pays d'origine. Nous ne sommes pas d'accord avec la Russie. La transition en Syrie ne peut être un emplâtre autour de Bachar al-Assad. Mais qui peut penser un seul instant que celui qui est responsable de tant de désastres puisse incarner l'avenir de son pays? Qui peut penser que le principal responsable du problème puisse faire partie de la solution? Et comment peut-on soutenir un retour au statu quo d'avant-guerre sous prétexte que l'alternative à un tyran serait pire? Réhabiliter Assad
ce serait déjà une faute morale. Mais surtout, ce serait nous condamner à l'immobilisme. Voilà, la France qui a d'ailleurs annoncé aujourd'hui à Paris l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité visant le régime d'Assad. Et la France qui a également mené, on le sait, dimanche, ses tout premiers raids aériens sur le territoire syrien contre l'État islamique. Eh bien, un premier bilan est donné aujourd'hui par l'Observatoire syrien des droits de l'homme de ce premier raid aérien. 30 djihadistes tués et parmi eux des enfants soldats de Daesh. Joseph Emmanuel. Première frappe française en Syrie et premier bilan. 30 morts, 30 djihadistes, précise le communiqué officiel français. C'est dans la province orientale de Deir ez-Zor que l'aviation française a frappé. Une région très importante pour les djihadistes, pour relier leurs forces présentes en Irak comme en Syrie. La cible, un camp d'entraînement de Daesh. L'Observatoire syrien des droits de l'homme précise que des combattants étrangers figurent parmi les morts. Le raid aurait aussi fait 20 blessés. Les machines françaises étaient préparées depuis plusieurs semaines. Dimanche, en conférence de presse, à l'ONU, le président français a confirmé les premières frappes des Rafales bleu-blanc-rouge. Nos forces ont atteint leurs objectifs. Le camp a été en totalité détruit. 6 avions ont été utilisés, dont 5 Rafales. Et ils ont pu être sûrs que la population civile n'avait pas eu de conséquences. Pas de victimes chez les civils, mais sur 30 tués, 12 enfants. On les appelle les lionceaux du califat. Ils sont des enfants soldats de Daesh. Et les premières voix s'élèvent. Elles dénoncent une préparation bâclée. La France touche là aux complexités des guerres asymétriques contre des mouvances terroristes. C'est au nom de la légitime défense contre la menace terroriste que la France avait indiqué mener ses frappes. François Hollande ajoute ainsi une voix française au chapitre diplomatico-militaire en cours au Moyen-Orient. Une voix française qui, par l'intermédiaire de Laurent Fabius, n'hésite plus à critiquer la Russie. Le ministre français des Affaires étrangères reproche à Vladimir Poutine de beaucoup parler, mais de peu agir militairement contre Daesh. Le premier raid français a engagé 5 avions Rafale, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et un ravitailleur C-135. Fini le temps où la France refusait catégoriquement de frapper en Syrie. La diplomatie française craignait de renforcer le régime de Bachar el-Assad, mais les avancées de Daesh ont changé la donne. La mouvance islamiste continue d'attirer par centaines des combattants étrangers. Les Français sont le plus gros contingent. 3 d'entre eux viennent d'être ajoutés à la liste noire américaine des combattants terroristes. Parmi eux, Maxime Auchard, un Normand converti à l'islam, et une Bretonne de 31 ans, Émilie Koning, figure importante de la propagande et du recrutement de l'État islamique. En plein scandale sur les tricheries constatées dans ces véhicules, la marque Volkswagen tente une opération transparence. La firme allemande a révélé aujourd'hui que près d'1 million de véhicules de ces différentes marques étaient concernés en France par le fameux logiciel masquant les normes de pollution. Le chiffre est encore un peu plus important au Royaume-Uni. Steve Jourdain. Retour au garage pour des millions d'Allemandes. Le géant automobile Volkswagen prépare un gigantesque rappel de voitures dont les moteurs sont truqués. Pour la seule France, près d'1 million de véhicules seraient ainsi concernés. En ligne de mire, les marques Volkswagen, Seat, Audi ou encore Skoda. En cause, l'installation sur ces véhicules diesel d'un logiciel permettant une sous-évaluation des émissions de CO2. Outre les États-Unis, l'Allemagne ou encore la France, la Grande-Bretagne, la Suède et le Portugal sont également concernés. Chez le constructeur allemand, les têtes continuent de tomber. Après l'ancien patron et le directeur des ventes la semaine dernière, c'est à l'échelon inférieur que les responsabilités sont désormais traquées. Le conseil de surveillance du groupe annonce la mise en place d'une vaste enquête interne. Une douzaine de managers au courant de la manœuvre ont d'ores et déjà été suspendus. Il faut dire que la facture promet d'être salée pour Volkswagen. Outre la perte de confiance des consommateurs dans la marque, des milliers d'actions en responsabilité devraient être engagées dans les prochains jours. Et une première plainte pour tromperie aggravée a été déposée aujourd'hui devant la justice en France. Le président d'Écologie sans frontières, Franck Laval, est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui êtes à l'origine de cette plainte. Pourquoi aggravée d'abord, tromperie aggravée? C'est-à-dire que vous ne visez pas seulement les clients de la marque qui seraient finalement victimes de cette fraude?
Les clients de la marque ont acheté un véhicule peu polluant, on va dire, et en réalité, il s'avère plus polluant. Mais les victimes sont tous les gens qui vont être autour de ce véhicule, tous les gens qui vont subir les particules fines émises par les véhicules diesel beaucoup plus polluants que prévu. Donc les riverains des périphériques, des autoroutes, etc. Enfin, ça, c'est tout ce que l'Organisation mondiale de la santé décrit très bien dans son dernier rapport. Aujourd'hui, Volkswagen propose évidemment de rappeler ces véhicules, de modifier, mais sans dire comment finalement le système de filtre de ces particules, en promettant que ça ne polluera pas de manière dangereuse. Est-ce que vous leur faites confiance encore ? Non, mais on ne fait pas confiance d'une manière générale à l'industrie du diesel, non, pas seulement Volkswagen. On nous vend depuis 20-25 ans un diesel plus propre. Chaque année, c'est de plus en plus propre. Et chaque année, les rapports scientifiques, les rapports sanitaires internationaux nous disent qu'il y a de plus en plus de particules fines dans les grandes agglomérations européennes notamment. Donc les véhicules s'améliorent peut-être, mais en réalité, il y a de plus en plus de particules extra fines. Donc ils vont peut-être faire des améliorations sur le 11 millions de véhicules, mais je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses. Le problème de fond, c'est le diesel. Le diesel est une mauvaise technologie qui émet des particules dangereuses pour la santé, plus que d'autres polluants. Bon, tout véhicule pollue, mais enfin le diesel en particulier. Et notre stratégie judiciaire dans cette affaire, c'est effectivement en pointant du doigt le cas Volkswagen, mettre en avant toute la politique diesel qu'on a surtout en France. Hein. Vous savez que la France est le champion du monde du diesel par habitant. Hein. Ouais, alors justement, est-ce qu'à votre avis, le lobby aujourd'hui de ce diesel, c'est-à-dire le lobby automobile, est suffisamment ébranlé par cette affaire pour pouvoir peut-être espérer que le gouvernement décide d'interdire le diesel ? Alors le diesel, il a été ébranlé en France, notamment par les grands pics de pollution que le pays a connus en 2014, où pour la première fois, on avait un smog au-dessus de Paris, qui faisait qu'on ne voyait plus la Tour Eiffel. Vous savez, ça paraît symbolique, mais ça compte beaucoup, et les images ont beaucoup compté à ce moment-là, et elles sont beaucoup tournées. Donc là, les gens se sont dit, enfin les médias ont bien relayé l'information, comme quoi ça venait des particules fines émises par les diesels en majorité. Alors les véhicules diesel, certes, il y a le chauffage, il y a tout un tas d'autres choses, mais à l'époque, les analyses prouvaient que 50% des particules fines étaient émises. Donc ça l'opinion en a bien pris conscience. Puis il y a eu des procédures, il y a eu beaucoup de procédures juridiques, et à chaque fois qu'il y a des procédures juridiques, il y a des explications dans les médias, donc tout ça, le citoyen est de plus en plus informé. Au final, quand on fait des sondages chez les concessionnaires, ça y est, l'amorce de vente de véhicules diesel en France a commencé il y a 1 an. La décrue, pardon. Donc du coup, on peut dire que c'est le début, on pourrait appeler ça le début de la fin du diesel. Ça mettra 10 ans, 15 ans, parce que les gens qui ont des véhicules diesel, il ne s'agit certainement pas de les punir. Il s'agit de faire en sorte que les nouveaux acheteurs de véhicules évitent d'acheter des véhicules diesel. Merci Franck Laval. Donc, on rappelle que vous, avec Écologie sans frontières, l'association que vous présidez, vous déposez donc cette première plainte pour tromperie aggravée visant Volkswagen après donc le scandale qui vient d'être révélé. La polémique suscitée en France à présent par les propos de Nadine Morano. Elle a parlé de la France comme un pays de race blanche. Eh bien, la députée européenne Les Républicains va se voir retirer son investiture pour les prochaines élections régionale. La sanction va tomber après qu'elle ait de nouveau maintenu ses propos ce matin. Léa Berdugo. Les multiples condamnations des membres de sa famille politique n'auront pas suffi. Ce mercredi matin, Nadine Morano maintient ses propos sur la race blanche. Qu'on me crucifie pour avoir cité les propos du général de Gaulle en me disant mais ce sont des écrits anciens. Dans ce cas-là, pourquoi sur le statut des réfugiés citons la convention de 1951 de Genève? Dans ce cas-là, pourquoi citons le texte sur la loi sur la laïcité qui date de 1905? Conséquence, son investiture pour les élections régionales sera retirée. C'est ce que souhaitait le président du parti, Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État avait déclaré lors d'une réunion de travail qu'il n'accepterait aucun dérapage. L'annonce a été officialisée par un communiqué de son parti. Ces derniers propos ne correspondent ni à la réalité de ce qu'est la France, ni aux valeurs défendues par les Républicains. Pour que la décision soit effective, il faut que la Commission nationale d'investiture soit saisie, ce qui sera fait mercredi prochain selon le porte-parole du parti. La députée européenne n'a pas tardé à réagir. Elle a critiqué Philippe Richer, tête de liste pour les régionales dans le Grand Est. C'est un nul qui ne sait pas conduire sa campagne régionale. Elle s'en est également prise à Nicolas Sarkozy. Ce n'est même pas la peine qu'il songe à se présenter à la présidentielle, je le désinguerai.
Samedi dernier, Nadine Morano déclarait en citant le général de Gaulle que la France était un pays de race blanche. Ces propos ont été vivement condamnés par plusieurs membres des Républicains, dont Nathalie Kosciusko-Morizet, la numéro 2 du parti. La députée européenne a cependant reçu le soutien embarrassant de Jean-Marie Le Pen. Pour l'ancien président du Front National, elle a énoncé une évidence historique multiséculaire. Voilà. Alors, Léa Berdugo, affaire qui fait grand bruit, bonsoir à vous. Elle a été trop loin, hein, selon les Républicains. Ses propos ne sont pas compatibles avec celles du parti, avec les lignes du parti. Ligne rouge qui a été franchie ? Oui, alors si on se posait des questions quant au positionnement des Républicains par rapport aux prochaines élections, eh bien, on a désormais une réponse. Aller flirter avec les électeurs du Front National, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il y a certains mots qu'on ne prononce pas au sein du parti de droite. Nicolas Sarkozy semble donc avoir tranché et tracé de ce fait la nouvelle ligne de la campagne. Cette décision a également été prise par rapport à des considérations locales et des alliances annoncées avec le parti centriste UDI. Philippe Richer, la tête de liste Les Républicains pour le Grand Est, s'est dit très fâché. Il aurait même reçu des appels incessants d'élus locaux l'exhortant à réagir. Qu'elle s'excuse ou qu'elle s'en aille, aurait même déclaré l'un d'entre eux, ou c'est nous qui le ferons. Le jeu politique est désormais clair. Préférer une alliance avec le centre plutôt que de chercher à tout prix à flirter avec les électeurs du FN. Alors justement, le FN va-t-il chercher à récupérer l'ancienne ministre ? Eh bien, même si Jean-Marie Le Pen, on l'a vu, a donné son soutien à Nadine Morano, eh bien, Florian Philippot a déclaré que les membres du parti ne souhaitaient pas l'intégrer au Front National. Selon le vice-président du parti, eh bien Nadine Morano n'est pas sincère, elle cherche à faire parler d'elle et puis, selon lui, elle est même profondément pro-immigration. Alors au-delà de la polémique, Léa, il semble qu'il y avait un vrai différend qui préexistait entre Morano et Sarkozy. Exactement, la rupture a certes été consommée aujourd'hui, mais les différends ne datent pas d'hier. En août 2014, Nadine Morano, dans une interview à l'hebdomadaire Marianne, attaquait Nicolas Sarkozy en faisant l'inventaire de son quinquennat. C'était une concentration d'énarques, dit-elle, ce n'était pas représentatif de la France. Autre épisode, novembre 2014, l'ancienne ministre critique la proposition de Nicolas Sarkozy de revenir sur la loi Taubira sur le mariage pour tous. Ce n'est pas la priorité, dit-elle. Quelques jours plus tard, la députée européenne laisse entendre qu'elle apprécie beaucoup Alain Juppé, grand rival de Nicolas Sarkozy. J'ai beaucoup d'estime pour lui, dit-elle. Et enfin, en décembre dernier, le Canard enchaîné rapporte une scène entre les deux. Elle refuse un poste de secrétaire national. Nicolas Sarkozy le prend mal en déclarant que lui l'a toujours soutenu alors que beaucoup ne l'aimaient pas au sein du parti. Elle lui rétorque que lui non plus n'est pas apprécié par tout le monde. Bonne ambiance. Et ben voilà, alors justement, ambiance au sein des Républicains. On est en ligne avec le député des Républicains, Thierry Mariani. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'elle vous dérangeait, par exemple, Nadine Morano, au sein du parti ? Bon, elle n'est pas encore exclue, mais on en prend le chemin en tout cas. Oui, vous parlez déjà d'elle au passé. Je crois qu'il ne faut quand même pas parler d'elle au passé. Est-ce qu'elle me dérangeait ? Non, franchement, elle ne me dérangeait pas. Je veux dire, voilà, je crois que ça fait partie de ce courant populaire un peu issu du RPR, dans lequel beaucoup de Français se retrouvent avec son franc-parler et par moments quelques dérapages peut-être, mais en tout cas un courant authentique. Le fait qu'elle s'appuie justement sur le général de Gaulle pour réitérer ses propos, est-ce que pour vous il y a eu dérapage ou pas ? Est-ce que vous êtes choqué finalement par ce qu'elle a dit ? Écoutez, la question de fond, c'est est-ce qu'on est d'accord ou non avec ce qu'elle a dit ? Bon, voilà, vous savez, moi je fais partie de ceux qui ne tapent pas sur leurs amis en public. Quand j'ai des remarques à faire, je leur fais en privé. Mais ensuite, si vous me posez la question, qu'est-ce que c'est que la France ? Pour moi, la France, c'est pas un pays de race blanche. La France, c'est un pays où, j'allais dire, ce qui compte, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas la religion, c'est un pays où les gens ont un projet commun. C'est une volonté de vivre ensemble. Moi, je suis attaché à la définition de Renan de la nation. Voilà, est-ce que ce sont des gens qui veulent être ensemble ? Après, qu'on soit blanc, noir ou jaune, j'allais dire, ça m'est totalement égal à partir du moment où on partage les mêmes valeurs. Thierry Mariani, est-ce qu'il y a un tiraillement au sein des Républicains, avant ces élections qui arrivent, et notamment les régionales, entre ceux qui voudraient peut-être tenir un discours plus dur sur le thème, par exemple, de l'immigration, de la venue de ces réfugiés, et puis ceux qui sont partisans, peut-être comme semble l'être Nicolas Sarkozy, d'une ligne plus modérée ? Est-ce que ça existe selon vous ou pas ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a une ligne modérée, s'il y a une ligne dure. Moi, je sais qu'il y a une réalité. Il y a une réalité en Europe aujourd'hui qui est quasiment tous les jours, en matière d'immigration, il y a 8 à 10 000 personnes qui franchissent illégalement les frontières de l'Europe.
il y a une réalité qui est que l'Europe a renoncé complètement à défendre ses frontières. Il y a une réalité, c'est qu'il n'y a aucun plan. On nous a expliqué il y a quelques jours qu'on avait un plan où on allait se répartir 120 000 pseudo-réfugiés sur 2 ans. Et 120 000, c'est ce qui rentrait en moins de 15 jours en Europe. Voilà, donc moi, mon problème pour moi, il n'est pas de savoir s'il y a telle ligne ou telle ligne. Mon problème, il est qu'on est face à une vague migratoire sans précédent et l'Europe aujourd'hui est totalement paralysée. Après, j'attends avant tout de mon pays qui réagisse. J'attends avant tout de mon parti qui définisse un programme pour savoir comment on stoppe cette vague migratoire et pas tellement comment on se répartit les gens qui rentrent illégalement. Merci Thierry Mariani pour cette réaction en direct, dont je rappelle que vous êtes député pour les Républicains et donc on s'achemine vers bien le retrait de l'investiture de Nadine Morano pour la prochaine élection. On parle de mariage du siècle dans le secteur de la distribution. Le groupe Fnac a proposé aujourd'hui de racheter l'un de ses plus gros concurrents. Il s'agit de Darty, ce qui ferait bien de l'ensemble le tout premier opérateur dans ce secteur en France. Joseph Emmanuel. C'est un coup de tonnerre dans le monde de la distribution. La Fnac veut racheter Darty. En 2012, le distributeur de biens culturels imitait le leader de l'électroménager. La Fnac s'était mise à vendre des aspirateurs. Merci. Mais le temps n'est plus à l'imitation, place au rachat pour peut-être devenir le leader de la distribution de produits techniques, culturels et électroménagers en France. La Fnac propose à Darty l'équivalent de 720 millions d'euros. Si l'opération se faisait, c'est en titre qu'elle aurait lieu, pas de versement de cash donc. La Fnac échangerait une de ses actions contre 39 de Darty, ce qu'on appelle une OPE, une offre publique d'échange. Une opération qui représenterait une prime de 27% par rapport au dernier cours de l'action Darty. Son conseil d'administration répond à la Fnac. Le conseil d'administration a examiné cette proposition et a conclu qu'il devrait étudier de plus près les avantages d'un éventuel rapprochement avec la Fnac. Dans un premier temps, il s'agira d'examiner les risques encourus par la réalisation de cette opération afin de déterminer s'il y a une possibilité à ce qu'une offre puisse être recommandée aux actionnaires de Darty. Une longue réponse, prudente, pour une affaire avec un véritable paradoxe. Car si l'opération est largement franco-française, son succès passera par la City de Londres. Cette petite entreprise française, créée en 1957 par Nathan, Marcel et Bernard, 3 frères qui commencent à vendre de l'électroménager à Montreuil, a intégré le groupe britannique Kingfisher en 1993. Beaucoup se posent aujourd'hui une question: quelle est la situation financière des 2 enseignes pour peut-être aller jusqu'à concrétiser cette affaire? La vénérable chaîne culturelle a largement été victime de la crise du disque, mais surtout de la concurrence du géant d'Internet Amazon. Certains voyaient la Fnac déjà morte, mais elle est sortie du rouge et son action n'a cessé de monter. De son côté, le groupe Darty a connu 4 années de déficit, un plan de suppression de 450 postes et la vente de plusieurs filiales à l'étranger. Pour la Fnac, il s'agit donc d'une opération d'envergure. L'enseigne mythique pèse 875 millions d'euros en bourse. Mais Darty et ses actionnaires vont sans doute chercher à faire monter les enchères. Rien n'est encore décidé, mais une chose semble certaine, l'autorité de la concurrence aura son mot à dire, car le nouvel ensemble pourrait bien devenir, et de loin, le leader du marché. Le mariage franco-français de la décennie inquiète déjà le personnel des 2 groupes, mais l'inventeur du contrat de confiance rassure et annonce qu'aucune fermeture de point de vente n'est évoquée à ce stade. Alors, pour essayer de comprendre les enjeux d'un tel mariage, puisqu'on en est encore au stade de la demande en mariage, Frédéric Bon en ligne avec nous. Bonsoir, vous êtes associé partenaire de l'agence de consulting OCNC. Quel est l'intérêt, est-ce qu'il y en a un d'abord pour vous évident, au rapprochement de ces 2 enseignes géantes en la distribution ? Effectivement, comme vous le mentionnez dans votre reportage, c'est effectivement un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre parce qu'on parle de 2 enseignes qui sont vraiment inscrites dans l'inconscient collectif et dans la mémoire des Français, qui sont des leaders historiques de leur marché. Et le mariage, effectivement, ne tombe pas sous le sens, mais il intervient à un bon moment. On peut dire qu'il y a un vrai talent de la part de la Fnac
qui profite de la forte envolée de son cours des derniers temps, d'un cours de Darty qui lui s'est peu apprécié, et donc c'est un très bon moment pour lui. D'autant plus que la Fnac arrivait en bout de course par rapport à son plan de redressement Fnac 2015. Donc là, c'est une nouvelle histoire à raconter aux investisseurs, et dans ce sens-là, c'est effectivement très attractif. Alors après, pourquoi est-ce que tout ça s'est fait? Il y a énormément de raisons associées à ce mariage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce secteur de la distribution, on va dire, en contact avec le public, doit opérer de tels regroupements pour survivre face à la progression des ventes sur Internet? Il doit, en tout cas, il va tirer de ce rapprochement des synergies incroyables. Alors, déjà, petit point de bémol, la Fnac et Darty, pour ces deux enseignes, quant à elles-mêmes, ils ont énormément souffert des leaders comme Amazon. Mais depuis 2-3 ans, ils sont quand même en train de se redresser. Le consommateur retourne dans les magasins, et aussi bien Darty que la Fnac jouent à fond le nouveau canal, on va dire, du click and collect. Donc, les consommateurs retournent dans les magasins, ont des nouveaux services dans ces magasins et apprécient aussi le contact physique. Et donc, ces enseignes ont prouvé qu'elles pouvaient survivre, et maintenant elles ont prouvé qu'à deux, elles seront encore plus fortes et vont pouvoir dégager des synergies, notamment sur tout ce que le consommateur ne voit pas, en partant des infrastructures des sites internet, des infrastructures de services après-vente, des entrepôts logistiques, et dans une moindre mesure sur l'offre commerciale des produits. Merci pour cet éclairage, Frédéric Bon. Je rappelle que vous êtes associé partenaire chez aussi Annecy, agence de consulting spécialisée donc dans la stratégie, dans la distribution. L'ONU se penche ce soir sur le dossier des migrants à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle. La Hongrie propose de mettre en place des quotas d'accueil dans le monde entier et pas seulement en Europe, porte d'entrée de ces réfugiés et où la situation reste très tendue. En témoigne ce qui se passe à la frontière entre l'Italie et la France. Julia Ganancia. Le face-à-face se poursuit. D'un côté, quelques dizaines de migrants et des membres d'associations de soutien. Au total, moins d'une centaine de personnes. De l'autre, environ 200 membres des forces de l'ordre italiennes. Après l'évacuation du camp de migrants à Vintimille, à la frontière franco-italienne, ces occupants se sont rassemblés sur des rochers au bord de l'eau en menaçant de se jeter à l'eau. Certains y sont allés. Ils ont enlevé toutes les tentes, tout ce que les gens avaient apporté. Ils ont arrêté ce matin un mineur aussi de 16 ans qui était sur le camp. Et là, justement, sur les rochers, on vient de m'appeler, parce que je les ai appelés. Ils veulent sauter à la mer, ce qui est très dangereux pour eux, parce que tout le monde ne sait pas vraiment nager. Et ils essaient un peu de maintenir la résistance. Et les no-borders les protègent là d'aller se jeter à l'eau par désespoir. Et voilà, on en a réduit. L'opération d'évacuation a démarré vers 6h mercredi matin. Présents sur place, des policiers et des carabiniers italiens en tenue anti-émeute ont commencé à retourner les tentes des migrants installés dans ce camp à l'aide de bulldozers. Ils ont également réquisitionné une partie de leurs sacs et de leur stock de nourriture. Le tribunal d'Imperia en Italie a décidé cette évacuation pour occupation illégale du domaine public et vol d'eau et d'électricité. La frontière franco-italienne de bord de mer était totalement bouclée mercredi matin. Tous les points de passage de la frontière entre l'Italie et le département des Alpes-Maritimes font l'objet de contrôles renforcés depuis la mi-juin par la police française. L'Italie a recensé 95 408 personnes arrivées par la mer entre le 1er janvier et le 4 août 2015, soit 4% de plus que pendant la même période en 2014. La tension monte de nouveau ce soir entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Principale pomme de discorde, la découverte d'un bateau transportant des armes destinées aux rebelles qui soutiennent les Houthis au Yémen. Steve Jourdain. Guerre des mots, guerre des nerfs, guerre d'influence. Jusqu'où ira l'escalade irano-saoudienne? Riyad l'annonce aujourd'hui. La flotte saoudienne a arraisonné un navire iranien jeudi dernier. Sa destination, le Yémen et sa rébellion chiite. À bord du bateau de pêche, selon Riyad, obus anti-chars, système de guidage de tir et obus anti-blindés. Livrer des armes aux milices houthis, une manœuvre clairement en violation de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU. Autre pomme de discorde, la dépouille des 239 Iraniens morts dans le drame du Hadj la semaine dernière.
L'Iran réclame leur rapatriement immédiat. Khamenei va jusqu'à menacer le royaume. Le guide suprême iranien avertit que Téhéran réagirait durement en cas de refus. Rentré précipitamment de New York où il assistait à l'Assemblée générale de l'ONU, le président iranien Hassan Rouhani a dû déchanter hier. Il attendait le rapatriement d'au moins la moitié des corps, mais Riyad semble vouloir temporiser. L'Iran reproche toujours à l'Arabie saoudite son amateurisme dans l'organisation du Hajj, le plus grand rassemblement religieux annuel de l'islam. De son côté, Riyad accuse Téhéran de vouloir politiser la catastrophe à son profit. Le face-à-face ne devrait pas en rester là. Au-delà des échanges verbaux, c'est en fait l'hégémonie sur une région en pleine restructuration qui est en jeu et le leadership sur le monde musulman. On va se retrouver dans 10 minutes pour parler mode et sport, notamment ainsi que du drapeau palestinien, juste après le journal de Daniel Atlante. Retour du grand direct et événement dans le monde de la mode. Le couturier américain Ralph Lauren, qui s'est fait connaître avec ses fameux polos, a décidé de passer la main à la tête de l'empire qu'il a fondé, mais il garde quand même une place de choix au sein de sa marque. Julia Ganancia. Ralph Lauren tire sa révérence. À bientôt 76 ans, le fondateur éponyme de la marque de mode lâche les rênes opérationnelles du groupe créé il y a 48 ans. Mais Ralph Lauren ne quitte pas pour autant la société. Il va demeurer président exécutif et responsable de la création. En 2014, Ralph Lauren a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards de dollars et un bénéfice net de 702 millions de dollars. En 5 ans, les ventes du groupe ont augmenté de moitié, tout comme le bénéfice net. Mais les derniers résultats financiers ont déçu. Le chiffre d'affaires a baissé de plus de 5% entre avril et juin. La société se décline désormais sous plus de 10 marques différentes et affichait fin 2014 plus de 1000 points de vente dans le monde, dont 466 magasins détenus en propre. Mais désormais, à la tête de l'empire, Steve Larson, un Suédois âgé de 41 ans et qui prendra ses fonctions en novembre. Il était jusqu'ici président de la chaîne d'habillement Old Navy, filiale du groupe Gap. Car Ralph Lauren, qui a longtemps fait cavalier seul, a décidé qu'il était temps de séparer la création du management pour plus d'efficacité. Ce self-made man, qui a grandi dans le Bronx à New York au sein d'une famille juive orthodoxe, est un autodidacte de la mode et a tout appris sur le terrain. Parmi les grandes marques de mode américaines, Ralph Lauren était l'un des derniers fondateurs à continuer à piloter son entreprise. Le créateur à l'allure toujours décontractée laisse désormais à Stephen Larson les clés d'une maison qu'il a construite de toutes pièces. Alors, comme débute justement en ce moment à Paris la fameuse Fashion Week, la semaine de la mode où tous les grands noms sont réunis, eh bien, on va rejoindre Valérie Abécassis pour lui demander, puisqu'elle suit cet événement, eh bien, ce que Ralph Lauren a apporté à la mode, Valérie. Je ne suis pas sûre qu'il a apporté des grandes révolutions à la mode. Je pense que ce qu'a apporté Ralph Lauren, c'est le fantasme de l'immigré. Comme on a pu le voir, voilà, c'est un fils de juifs immigrés russes, élevé dans le Bronx, une famille d'ultra-orthodoxes. Le type commence à faire des cravates et puis ensuite ça se développe et ça se développe de plus en plus. Et finalement, ce qu'il a apporté comme style, c'est vraiment le côté l'élégance chic, le négligé. On est intégré, on y arrive, on ouvre sa cravate, on pose sa veste sur l'épaule. C'est un peu le côté un peu Kennedy, le côté Philippe Labro, par exemple, qui pour moi évoque tout le temps Ralph Lauren. C'est-à-dire on est élégant, on est très très riche, mais on est à un côté un petit peu négligé, chic. Et le fait maintenant qu'il quitte la direction de son entreprise, ça va pas faire bouger vraiment la petite caravane de la mode, hein, puisque c'est en ce moment les défilés. Mais ça raconte quelque chose. Ça raconte que toutes ces grandes maisons historiques, elles sont en train de passer la main. On a déjà Calvin Klein qui l'a fait, Oscar de la Renta qui l'a fait, Donna Karan qui l'a fait aux États-Unis. Ces maisons-là n'appartiennent plus à ceux qui les ont créées. En France, c'est la même chose. Cette saison, voilà, Sonia Rykiel n'est plus dirigée par Sonia Rykiel. On a la même chose avec Christian Lacroix. Ça veut dire que la mode, finalement, elle va continuer d'exister. Le style Ralph Lauren va continuer d'exister parce que j'invite quiconque à aller faire un petit tour dans cette boutique place de la Madeleine. C'est à Paris où tout est en bois, tout est épais, la moquette est comme ça, les cravates sont magnifiques, les chemises sont impeccables. Le logo du polo qui évoque l'ultra aristocratie américaine, WASP, très New Hampton. Voilà, tout ça c'est très très évoqué dans cette boutique. Mais
voilà, c'est comme ça, c'est la caravane de la mode. Elle passe, les maisons passent et je suis certaine que Ralph Lauren va continuer. Le petit doute que j'ai, en revanche, c'est que la personne qui prend maintenant la direction générale vient de ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire il était avant chez H&M, chez Old Navy. Old Navy, c'est une sous-marque, si vous voulez, c'est la copie. Quand on n'a pas les moyens de s'habiller en Ralph Lauren, on s'habille en Old Navy, c'est-à-dire c'est du chic, mais un peu moins bien. Et j'ai un peu peur que du coup la qualité en pâtisse, mais on verra bien. Et ça, c'est l'histoire qui va nous le dire. Merci Valérie Abécassis, vous présentez depuis Paris à l'occasion de la Fashion Week, donc le Culture Mag, chaque jour sur i24 News. Le football à présent, soirée de Ligue des Champions marquée par les défaites de plusieurs cadors hier soir comme Chelsea ou Arsenal. Le Barça s'en est sorti de justesse contre les Leverkusen. En revanche, toujours pas de miracle pour l'équipe israélienne du Maccabi Tel Aviv, battue à domicile 2-0 par le Dynamo Kiev. Le match avait lieu à Haïfa dans le Nord. Reportage sur place, Michael Friedman avec Maël Benoliel. Ils attendaient cela depuis 11 ans. 11 ans que les supporters du Maccabi Tel Aviv n'avaient pas vu leur équipe évoluer à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions. Et pour en arriver là, le champion israélien en titre a dû se défaire au tour préliminaire du FC Hibernians, du Victoria Plens et du FC Basel. C'est donc plein d'espoir que l'équipe managée par le fils de Johan Cruyff, Jordi, s'était rendue à Londres pour son premier match de poule. Mais Chelsea n'avait alors laissé aucune chance aux joueurs du Maccabi à l'issue d'un match à sens unique remporté par les Blues 4-0. C'est donc dans une ambiance électrique que le Maccabi Tel Aviv recevait cette fois le Dynamo Kiev au stade Sami Ofer de Haïfa, celui de Tel Aviv n'étant pas aux normes européennes. C'est un moment très spécial, être ici en Ligue des Champions avec des grandes équipes et voir toute la foule, tous les supporters israéliens du Maccabi. C'est une sensation tellement géniale. De leur côté, les supporters ukrainiens n'ont pas hésité non plus à faire le déplacement. Certains depuis Kiev, d'autres depuis les environs, et notamment ceux qui possèdent la double nationalité à la suite de leur immigration en Israël. Pour ces derniers aussi, ce match de football représente beaucoup. Je suis arrivé en Israël à l'âge de 16 ans, mais chaque semaine, je regarde les matchs à la télévision. La question de supporter ou pas Kiev ne se pose même pas. C'est ce que j'ai dans le cœur. Mais le match a rapidement tourné en faveur des visiteurs. 4 minutes de jeu seulement auront suffi au Dynamo Kiev pour ouvrir le score et pour confisquer le ballon aux joueurs de Tel Aviv jusqu'à la fin du match. Un match finalement remporté 2-0 par les Ukrainiens qui espèrent toujours survivre à la phase de poule. J'ai confiance en notre équipe et je sais que nous sommes dans un groupe difficile avec Chelsea, Porto et le Maccabi. Mais nous allons nous battre pour la victoire. En revanche, les chances paraissent plus que compromises pour le Maccabi Tel Aviv qui enchaîne avec une deuxième défaite en 2 matchs. Nous étions particulièrement surexcités dans cette ambiance. Je pense que tous nos fans nous ont supportés à 100% pendant le match, mais nous sommes un peu tristes de ne pas avoir pu leur offrir une victoire. Nous sommes maintenant en Ligue des Champions pour essayer d'y rester, sinon pour moi être en Liga Europa. Je pense que le Maccabi est un club qui mérite d'être en Coupe d'Europe. Et pourra le démontrer dès le prochain match contre Porto au Stade du Dragon, le 20 octobre prochain. On revient à présent sur l'événement de cette soirée, le discours tout à l'heure à la tribune des Nations Unies de Mahmoud Abbas, le leader palestinien. On vous l'a fait vivre en direct sur i24 News. On retrouve Dror Even Sapir. Bonsoir, merci d'être là. On est en ligne également avec quelqu'un qui a suivi ce discours sans doute avec beaucoup d'attention, mais qui représente un mouvement assez particulier. Je voudrais le saluer par son surnom, son pseudo. Il s'appelle Pug. Bonsoir. Vous représentez une association qui s'intitule ces Goy, c'est-à-dire ces non-juifs qui défendent Israël. Vous êtes en France, hein, c'est ça ? Bonsoir. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant. D'abord, je voudrais qu'avec Dron, on revienne sur ce qu'a dit Mahmoud Abbas tout à l'heure, parce qu'on attendait effectivement une initiative forte. Est-ce qu'il l'a prise ou pas? Parce qu'on est partagé ce soir. Est-ce que les Palestiniens renoncent vraiment aux accords d'Oslo ou pas? Écoutez, Abbas a été quand même assez clair. Si Israël continue de construire dans les implantations, ne libère pas les contingents de prisonniers palestiniens dont la libération était prévue l'an dernier, Israël n'a aucune intention pour l'instant en tout cas de libérer ces prisonniers. Alors à moins d'une relance du processus de paix, une relance des négociations qui impliquerait effectivement un gel des constructions dans les implantations et une libération de prisonniers palestiniens. Donc Abbas pourrait, mais il n'a pas donné de calendrier.
c'est important, Abbas pourrait mettre cette menace à exécution. Et cette menace à exécution, c'est quoi? Eh bien, c'est considérer qu'il n'est plus tenu par les accords d'Oslo et que donc il n'y a plus véritablement d'autorité palestinienne, mais il l'a dit, il y aurait eh bien, un État à proprement parler qui serait sous occupation, d'après Mahmoud Abbas. Et là, ça a des conséquences juridiques très claires. On sait que l'autorité palestinienne a adhéré à la Cour pénale internationale et que donc si Abbas parvient à faire en sorte à convaincre juridiquement et aussi politiquement eh bien, qu'il ne s'agit plus d'une autorité palestinienne dont les prérogatives, on sait, sont limitées, mais d'un véritable État palestinien qui serait sous occupation militaire, là, effectivement, du point de vue israélien, ça pourrait avoir des conséquences dommageables. Et d'ailleurs, en Israël, on s'y est pas trompé. La réaction de Benjamin Netanyahou, je vous la cite, le discours d'Abbas était un discours mensonger, un discours délétère, un discours qui encourage l'instabilité et le chaos au Moyen-Orient. C'est ce qu'on dit dans l'entourage du Premier ministre israélien. Alors, vous restez avec nous, Dror. Je voudrais avoir une première réaction, justement, pour qu'on comprenne mieux votre position à vous, Pug. C'est-à-dire que vous défendez finalement les intérêts d'Israël sans être juif, ce qui peut peut-être étonner de prime abord. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce mouvement? Simplement parce que le sujet du conflit israélo-palestinien occupe énormément d'espace médiatique, y compris en France, et que face à tout ce qui est dit sur ce conflit, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions, réfléchir par soi-même, se documenter, étudier, si on veut pouvoir donner un avis un tant soit peu éclairé. C'est ce qu'on a fait avec mes camarades, et la conclusion de cela, effectivement, c'est un soutien avec un parti pris totalement affiché et assumé pour Israël, qui n'est pas un pays parfait comme le reste des pays dans le monde, mais qui est un pays qui est frère de nos valeurs, de liberté, de démocratie, de respect de l'état de droit. Et je pense que lorsqu'on a ces valeurs, il faut absolument soutenir les pays qui sont dans cette même logique. Et donc il nous paraît logique de soutenir Israël. Mais il y a quand même une limite à votre démarche, c'est que vous ne donnez pas votre identité, vous préférez rester anonyme. Pourquoi? Parce que c'est dangereux de soutenir Israël en France aujourd'hui si on n'est pas juif? Dangereux, je ne saurais pas vraiment dire. Je n'ai pas reçu beaucoup de menaces, en tout cas pas sérieuses. Mais non, en fait, je suis juste un citoyen comme les autres qui s'est posé des questions et qui essaie d'y répondre. Je n'ai pas vocation à me faire un nom ou à devenir une espèce de petite star médiatique. Donc je préfère rester à ma place de citoyen qui donne son avis, mais qui n'a pas forcément envie qu'on le porte au nu ou inversement, effectivement, qu'on le brocarde ou qu'on le stigmatise. Quelle est votre position, par exemple, sur ce que vous avez entendu tout à l'heure, ce qu'a dit Mahmoud Abbas, c'est-à-dire que eh bien, ce sont les Israéliens qui sont responsables finalement de tous les blocages dans le processus de paix, et que les Palestiniens aujourd'hui, eh bien, on appelle à la communauté internationale et par exemple à la France pour faire pression sur Israël? Je vais comparer ça en fait à un mauvais élève d'une salle de classe qui essaye désespérément de passer à la classe supérieure alors qu'il n'a pas atteint les standards académiques nécessaires. Pour moi, les Palestiniens avaient une chance entre 1993 et 2000 de montrer qu'ils étaient capables de créer une entité étatique, administrative, qui serait capable de fonctionner, qui aurait un programme de développement d'un État. Et il était prévu dans les accords d'Oslo qu'à l'horizon 2000, la situation serait réévaluée. C'est ce qui a été fait d'ailleurs par Ehud Barak et qui a offert quasiment un État palestinien à Yasser Arafat, qui l'a refusé. Donc dire que c'est la faute des Israéliens qui bloquent, non, tous les arguments de la partie palestinienne qui disent qu'Israël bloque le processus de paix, moi je ne les reçois absolument pas. Non. Merci en tout cas pour ce témoignage. Vous avez même écrit un livre qui s'intitule, évidemment c'est un détournement d'un ouvrage bien connu et tristement connu, ça s'appelle « C'est Goy qui défendent Israël », donc le protocole des Goy portions, voilà on le voit à l'écran, qui donc marque le soutien que vous incarnez envers Israël. Merci pour ce témoignage en direct, Pug, c'est votre surnom, Dror Even Sapir. Ce qu'on entend évidemment là, c'est que les torts sont partagés si on regarde objectivement les choses aujourd'hui. Si on en est arrivé à ces points de blocage, c'est qu'il y a
autant de tort côté palestinien qu'israélien? C'est toujours difficile de faire la part des choses et de savoir qui a tort, qui a raison, où sont les blocages. Il semblerait évident qu'avec la coalition actuelle, vous savez, c'est une coalition très étroite, 61 sièges sur les 120 que compte la Knesset en Israël, et une coalition donc qui dépend du bon vouloir de certaines, de la plupart de chacune en fait, de ses composantes, y compris du parti de Naftali Bennett qui ne veut pas entendre parler d'un État palestinien. Au sein même du Likoud, on ne veut pas entendre parler d'un État palestinien, c'est une tendance qui est dominante au sein du parti au pouvoir, donc il y a des blocages évident côté israélien, et puis côté palestinien, on sait que l'an dernier, lorsque John Kerry était parvenu au bout de ses efforts pour relancer le processus de paix, après cette période de 9 mois qui n'avait absolument rien donné, eh bien, les Israéliens s'étaient mis d'accord avec les Américains sur un document qui établissait les contours des négociations de paix avec les Palestiniens, et les Israéliens étaient d'accord, les Israéliens, y compris donc Benjamin Netanyahu et son gouvernement de droite, étaient d'accord pour que les négociations reprennent sur la base des frontières de 67, avec peut-être même une solution négociée au problème des réfugiés. Même sur Jérusalem, les Israéliens étaient prêts peut-être à lâcher du lest. Tout ça, rien d'officiel dans ce que je dis, mais on le sait parce que la presse israélienne s'est fait l'écho de certaines rumeurs insistantes, et les Palestiniens, Mahmoud Abbas en tête, n'ont toujours pas donné de réponse à cette proposition américano-israélienne qui allait très loin en termes, encore une fois, de cadre pour la poursuite des pourparlers de paix. On attend toujours la réponse de Mahmoud Abbas. Merci Dror Even Sapir pour ce discours d'Abbas. Demain, ce sera au tour de Netanyahou. Vous serez là pour évidemment l'analyser en direct sur i24 News. Nouveau journal dans un instant. Daniel Atlan, bonne soirée.